les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtre et mystères. Pour les nouveaux bienvenus, je m'appelle Osnel et je suis là tous les lundis et les vendredis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens, ouais, ya already knows, ya my babies, thank you, merci de faire partie de l'aventure meurtre et mystère. Alors petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti, ce contenu est déconseillé aux moins de 12 ans. Alors, hi, comment allez-vous? Moi ça va, je vais bien. Enfin, j'ai la voix un peu pas très bien parce que ces derniers jours, j'ai eu une grosse crise d'asthme. Enfin, c'était atroce. Mais là, ça commence à aller, mieux, je dirais. Donc, c'est un peu ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui, enfin, au quotidien, du coup. Voilà. Alors, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, la vidéo d'aujourd'hui, c'est la suite, en fait, de la dernière vidéo que j'ai posté sur ma chaîne YouTube. Il s'agit de ma mini-série Les tueurs en série voisins qui ont commis des crimes pratiquement à la même période. Donc dans ma dernière vidéo, nous avons parlé de Harrison Graham. Aujourd'hui, nous allons parler de son voisin qui était aussi un tueur en série qui vivait à moins de 2 km de la maison de Harrison Graham, qui lui aussi a commis des meurtres entre 1986 et 1987. Nous allons parler, please welcome to the stand, Gary Heidnik. Mais avant de commencer cette vidéo, petite pause, je me sponsorise pour cette vidéo. En fait, je voulais juste vous faire découvrir mon site de photos sur lequel je vends des prints. C'est des photos que je prends dans la vie au quotidien et que j'imprime du coup en format A2. Comme ça, vous pouvez les mettre dans un cadre et tout simplement l'utiliser comme décoration. Donc, si vous êtes intéressé par mes photos et que vous aimeriez les acheter, vous pouvez retrouver le lien de mon site dans la description de cette vidéo, ou sinon je vais vous mettre une capture d'écran de mon Instagram de photographe ici du coup, et il suffit tout simplement d'aller sur l'Instagram, vous cliquez dans ma bio, vous retrouverez un lien qui va vous amener sur deux sites. Le premier, ce sera bien sûr le site des prints, des photos imprimées. Du coup, c'est le site sur lequel vous pourrez commander les photos. Je rappelle que c'est des photos en format A2 du coup. Et le deuxième site qui se trouve en bas, il s'agit tout simplement de mon portfolio. Donc si éventuellement vous avez envie de travailler avec moi, enfin moi à partir du moment où c'est photo, c'est de la photo, amen. Amen. Donc si vous regardez un peu mon portfolio et que éventuellement vous avez des projets et que vous aimeriez que j'y participe, n'hésitez pas à me contacter. Enfin, je réponds à tout le monde. Je ne vais peut-être pas répondre tout de suite, mais je réponds. Ok? Don't worry about it. Donc, c'était la partie sponsor, en fait, de cette vidéo. C'est la première fois que je fais ça. Je sais pas trop comment ça se passe, mais en gros, voilà, c'était la partie publicité. Et avant de commencer, je vais vous montrer un print que j'ai fait. C'est ma photo que j'ai nommée l'année du dragon. Stay with me. Alors, je pense qu'on verra plus mon visage, mais voilà. Elle ressemble à ça, du coup. Non, mais matez-moi cette beauté. Elle ressemble à ça. C'est une très belle photo. Là, il est en format A4, mais sur le site, les prints, je précise bien qu'ils sont en format A2, ok? Là, c'est un A4, je l'ai imprimé juste pour cette vidéo, mais les prints sur mon site sont en format A2. La particularité, c'est la dernière, ok? Avant de commencer cette vidéo. La particularité, du coup, de mon site, les prints, ça va être le fait que je vais renouveler les photos tous les 1 ou 2 mois. Donc, ce ne sera pas toujours les mêmes choses qui seront proposées. Donc, voilà. Tout simplement. Partie sponsor, partie publicité terminée. Revenons à Gary Heidnik. Alors, qui était Gary Heidnik? Gary Michael Heidnik est né le 22 novembre 1943 à East Lake, dans l'Iowa. Et il était le fils de Michael et Helen Heidnik, le fils aîné du couple, c'est-à-dire Michael va avoir un petit frère. En 1946, les parents de Michael vont divorcer, pour des raisons que je n'ai pas réussi à trouver, mais en tout cas, ils vont divorcer. Ce qui va faire que les deux garçons vont aller vivre avec leur mère pendant environ 4 ans avant que leur père ne récupère leur garde. Et à partir de ce moment, ils vont vivre avec leur père et leur belle-mère. Alors, d'après Michael, pendant tout le temps en fait qu'il a vécu avec son père, avec son petit frère et leur belle-mère, apparemment leur père abusait émotionnellement d'eux.
Apparemment, c'est la version de Gary, parce que le père l'a toujours démenti. Donc, selon lui, leur père a beaucoup abusé émotionnellement d'eux, et il était même violent avec eux. Mais l'une des choses qui va le plus marquer Gary, c'est le fait que Gary, jusqu'à un certain âge, il continuait à pisser au lit. Du coup, enfin, je pense que jusqu'à atteindre 10-11 ans, il continuait à faire pipi au lit. Et en fait, dans le but de l'humilier, son père l'obligeait à faire sécher ses vêtements souillés, ses draps, son matelas. Il l'obligeait à faire sécher tout ça au vu de tout le voisinage. Et en fait, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué Gary et qu'il a gardé, en fait, c'est une blessure profonde qu'il a gardée jusqu'à, je dirais, sa mort, littéralement. Alors, en grandissant, Gary n'était pas quelqu'un de très sociable. Il n'était pas intéressé par la construction d'une relation amicale ou autre. Il n'était absolument pas intéressé par ça. Et par-dessus tout, il était misogyne. Mais quand je dis misogyne, il était misogyne, le gars. Genre, il disait aux filles qu'elle n'était pas assez importante pour avoir le droit de lui parler, pour avoir le droit de lui adresser la parole. Like, what? Anyways. Donc, à part son mauvais caractère, le fait qu'il soit solitaire, etc., etc., Gary était un très bon élève, mais vraiment, je m'attendais pas à ce que ce soit un très bon élève. Et c'était quelqu'un de très intelligent parce que il avait un QI de 148. À 14 ans, il va s'inscrire dans une école militaire, du coup, et bizarrement, il ne va pas passer son bac, il va abandonner, il va arrêter l'école, et à 17 ans, il va tout simplement s'engager dans l'armée. Il va servir dans l'armée pendant 13 mois avant de commencer à postuler pour différentes formations financées par l'armée, du coup, sauf qu'il va se faire récaler à pratiquement tout, sauf la formation de mi-aide-soignant, mi-infirmier qu'il va faire, enfin, qui va l'accepter et qu'il va finir par faire. Après sa formation, il a validé tous ses acquis et il a été déployé en Allemagne début 1962. Malheureusement, quelques semaines après avoir pris son poste, il va commencer à se sentir mal, à être malade, donc il va se rendre chez le médecin du coup de l'armée et le médecin va lui diagnostiquer une gastro tout simplement, mais le médecin va faire une note, il va noter que Gary est une personne susceptible d'avoir des problèmes psychiatriques. Mais ça, c'était pas la priorité, fallait juste le traiter pour sa gastro et donc il lui a prescrit des médicaments et il lui a dit de rentrer sur la base pour se reposer. Malheureusement, cette note que le médecin a fait par rapport aux problèmes, aux troubles psychiatriques de Gary, en fait, ça va avoir de l'importance dans la suite de cette histoire parce que au moment où il est rentré sur la base, il est traité pour la gastro, il rentre sur la base, etc. Enfin, il se repose, nanana, il reprend son service. En fait, il va commencer à se comporter vraiment bizarrement et les gens vont commencer à noter le fait que ça ne va pas bien dans sa tête. Donc, l'armée va l'envoyer voir un médecin, du coup un psychiatre, qui va l'écouter, qui va l'analyser, qui va l'étudier, qui va tout simplement rendre un rapport disant que Gary était une personne qui avait un trouble de la personnalité schizoïde. Ce thème veut dire tout simplement que c'est quelqu'un qui n'a aucun intérêt en fait, qui ne trouve pas l'intérêt de se faire par exemple des amis, d'être poli envers les gens. Et l'une des caractéristiques de ce trouble, c'est aussi le fait que les gens qui en sont atteints sont totalement dénués d'empathie. Ils n'en ont pas. Donc avec ce diagnostic en fait dans son dossier, ce qui va se passer tout simplement, c'est que l'armée ne peut pas garder quelqu'un qui n'est pas fiable et qui n'est pas stable. Parce que le truc, c'est que c'était pas juste le trouble de la personnalité schizoïde qui était dangereux en fait. C'est le fait que il pouvait prendre, il faisait des trucs vraiment pas normaux en fait. Il pouvait, par exemple, je sais pas, pointer son arme sur ses collègues. C'était donc l'armée va se dire, on ne veut pas en fait de trucs bizarres. Donc ils vont tout simplement lui dire, prends ta retraite. Du coup, on va te libérer de tes obligations de militaire et on va te laisser partir avec les honneurs, ce qui te permet tout simplement de garder ta retraite. Et c'est ce qui va se passer. Donc après avoir été libéré de ses obligations de militaire, Gary va rentrer en fait dans la vie civile en quelque sorte et il va avoir l'intelligence de faire valider ses acquis en fait de mi-aide-soignant, mi-infirmier qu'il a eu dans l'armée. Il va faire valider ses acquis pour obtenir son diplôme, son accréditation d'infirmier et avec son diplôme en poche, il s'est dit bon, pourquoi m'arrêter là? Je vais m'inscrire à la fac. Parce qu'il a passé son bac pendant, en fait, qu'il était militaire. Il l'a passé quand il était dans l'armée. Donc, il s'est dit, je vais m'inscrire à la fac. Le problème, c'est que,
ça ne va pas se passer comme prévu parce que il n'y arrivait pas, donc il va très vite abandonner la fac et il va trouver un poste d'infirmier dans un hôpital de vétérans. Enfin, les vétérans, c'est les soldats blessés à la guerre, enfin, des anciens soldats tout simplement. Donc il prend ce poste-là, mais malheureusement, il va très vite se faire virer de là parce que, encore une fois, c'était quelqu'un qui se comportait mal envers les autres. He was rude, il était désagréable, enfin, c'était n'importe quoi, donc il va très vite se faire virer. Et après ce poste-là, Gary ne va pratiquement plus rien faire en fait. Il va tout simplement errer, faire des allers-retours entre la maison et l'hôpital psychiatrique de 1962 à 1970. L'une des choses qui est importante pour notre histoire, c'est le fait que entre 1962 et 1970, où il a fait des allers-retours en hôpital psychiatrique, pendant cette période-là, il a fait 13 tentatives de suicide. 13. Yeah. Anyways. En 1970, le monde de Gary va un peu s'écrouler parce que sa mère va se suicider. Elle va se suicider parce qu'elle avait un cancer des os en phase terminale et surtout aussi parce qu'elle souffrait aussi des conséquences de son alcoolisme. Du coup, donc, entre le cancer qui était en phase terminale et ses problèmes d'addiction à l'alcool, etc., dont elle souffrait des conséquences, en fait, elle a tout simplement choisi l'issue, je dirais, qu'elle pensait être la plus simple, elle s'est donné la mort. Et personnellement, en étudiant cette histoire, je pense que c'est à ce moment-là que Gary, il s'est dit, fuck it. Et il s'est dit, allez hop, je vais jouer, je vais faire des paris contre le destin et je suis prêt à tout risquer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi ce pari contre le destin que Gary a fait? Well, il a récupéré un chèque de l'armée. L'armée lui a donné un chèque au moment où il a été libéré de ses obligations, etc. Il a pris ce chèque. Et ce qu'il a fait, c'est que il a investi l'argent, du coup, qui était sur ce chèque. Il a investi l'argent dans un trust, quelque chose du genre. Et pour éviter de payer des taxes sur les bénéfices qu'il allait avoir, vous savez ce qu'il a fait? Le compte bancaire sur lequel l'argent était pour qu'il soit investi, il a mis le compte au nom d'une église fictive qu'il a inventée. Parce que les églises ne payent pas de taxes. You get it? Are you getting it? 148 de QI. Et c'est une dinguerie. C'est une dinguerie parce que ce qui va se passer, c'est que en 15 ans, le chèque à l'origine était de 1500 $, ok? Et 15 ans plus tard, cet argent s'est transformé en 500 000 $ de bénéfices. 500 000 $, ce qui équivaut à 2,7 millions de notre époque. 148 de QI. Bref, passons. Donc voilà notre Gary qui est à l'abri en fait des besoins. Enfin, il a de l'argent, il a les sous. Donc il s'est dit bon qu'il est à un stade de sa vie où en fait ce serait bien de construire quelque chose, de fonder une famille, etc. Mais il va faire le choix de passer par une agence de rencontres du coup pour qu'on lui propose des profils de femmes avec qui il construirait une relation. Donc on lui a présenté, il a payé l'agence, on lui a présenté plusieurs profils et le profil d'une jeune femme des Philippines va l'intéresser. Il s'agissait tout simplement de Betty Disto. Donc il a fait cette démarche en 1983 et ils ont commencé à échanger en 1983. Ils vont s'échanger pendant 2 ans et au moment où ils étaient sûrs que we are together, hein, au moment où ils ont su que c'était sérieux, il a tout fait pour faire venir Betty aux États-Unis. Donc Betty est arrivée aux États-Unis en septembre 1985 et le 3 octobre 1985, ils se sont mariés légalement. Le problème, c'est que ce mariage va très vite devenir n'importe quoi parce que Gary trompait Betty tout le temps, littéralement tout le temps. La première déception de Betty a été en fait le fait qu'elle rentre chez eux. Je sais pas où elle était, mais elle est rentrée à la maison et elle a vu son mari dans leur lit conjugal avec 3 femmes en train d'avoir des relations sexuelles. Et après ça, c'est devenu n'importe quoi parce que à partir du moment où il a fait comprendre à sa femme que je vais te tromper et tu ne vas rien dire, des fois il obligeait même Betty à le regarder en train d'avoir des relations sexuelles avec d'autres femmes. Like what? Oh my god. Betty racontera aussi plus tard que il la violait régulièrement et il était violent avec elle. Donc ce qui va se passer, c'est que elle va tout faire pour se rapprocher en fait de la communauté des gens de Philippines qui vivaient aux États-Unis et ces gens-là vont l'aider en fait à très vite quitter en fait cet environnement qui n'était pas bon pour elle.
elle qui était toxique tout simplement. Et le truc c'est que au moment où, enfin, donc leur mariage a duré vraiment quelques mois parce que ils vont l'aider à déménager, elle va demander le divorce, etc. Mais malgré le fait que le mariage ait duré très peu de temps, au moment où Betty quittait Gary, elle savait qu'elle était enceinte et je pense que ça devait être en fait l'une des choses qui lui a fait comprendre que en fait il faut qu'elle se sauve et qu'il faut qu'elle sauve son enfant tout simplement. Donc elle était enceinte au moment où elle l'a quitté et Gary n'a pas été au courant du tout de la grossesse ou encore moins de la naissance de l'enfant. Il sera mis au courant en fait qu'il est père au moment où Betty va entamer des poursuites pour récupérer en fait la pension alimentaire de l'enfant tout simplement. Après ça, il va avoir deux autres enfants, un garçon et une fille, avec des femmes qui étaient connues pour avoir des problèmes psychiatriques. Donc malheureusement, à la naissance de chaque enfant, en fait, les services sociaux ont dû retirer les enfants et les enfants ont été placés tout simplement parce que les mamans sont pas, enfin, elles ne pouvaient pas s'en occuper tout simplement. Et Gary, je ne sais pas trop, je ne pense pas qu'il voulait s'impliquer dans la vie de ces enfants-là. Donc les enfants étaient tout simplement placés dès leur naissance. Alors ça, tout ce que je viens de vous raconter jusque-là, c'est la vie de Gary dont tout le monde est au courant. La vie de Gary que ses voisins voient au quotidien, que sa famille voit au quotidien, que voilà, ça c'est la vie de Gary à la vue de tous. Well, maintenant parlons de la vie de Gary que les gens ignoraient. Parlons de la face cachée de Gary Heidnik. L'activité criminelle de Gary a débuté en 1976 lorsque il a tiré sur l'un de ses locataires. Il a tiré sur le monsieur, ils se sont pris la tête et il a sorti une arme, il a tiré sur le monsieur. Donc il a été inculpé de voies de fait grave et de port d'armes illégales. Donc il a reçu une petite peine, enfin voilà, et ensuite he moved on, ok. Donc après cet incident, il a apparemment repris une vie normale. Quand je dis normale en fait, entre guillemets, parce que je ne sais pas si entre cet incident là et l'incident suivant, il a commis d'autres crimes dont on n'est pas au courant. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, il a repris une vie normale entre guillemets. Donc il a repris une vie normale après cet incident là et il ne va pas se faire remarquer, il n'aura rien, il n'aura pas de problème jusqu'en 1978 où il va commettre un autre crime. Et quel était ce crime? Voilà, il a tout simplement été inculpé cette année-là du viol et du kidnapping de la sœur de sa petite amie de l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Well, let me tell you. La sœur de sa petite amie de l'époque, c'était une personne qui avait des troubles psychiatriques, qui n'était pas bien du coup. Et cette personne était tout simplement en fait pour son bien dans un hôpital psychiatrique. Voilà. Enfin, les proches ne pouvaient pas s'occuper, ne pouvaient pas l'aider, etc. Donc ils l'ont mis dans un centre psychiatrique où elle pouvait avoir toute l'aide dont elle pourrait avoir besoin, etc. Et le truc c'est que cette jeune femme avait des permissions pour sortir, par exemple pour aller passer un peu de temps avec sa famille, même si c'est pas grand chose, elle avait des permissions. Ce jour-là, elle avait une permission, ok? Donc je ne sais pas pourquoi sa sœur n'est pas allée la chercher elle-même, mais en tout cas, elle a envoyé Gary. Sauf que Gary est allé chercher la jeune fille dans l'hôpital psychiatrique, il est censé être garant de sa sécurité, il devait la ramener le soir, mais il ne va pas la ramener. Parce qu'au moment où il est allé la récupérer, il va l'emmener chez lui, il va l'enfermer dans sa cave et il va la violer pendant un bon moment. Mais vraiment un bon moment. Donc, l'hôpital, ne voyant pas la jeune femme revenir, ils vont commencer à s'inquiéter, etc. Enfin, finalement, ils vont faire un missing person report, enfin, une déclaration de disparition, tout simplement, parce que c'est quelqu'un, en fait, qui est censé être fragile, c'est quelqu'un, voilà. Et donc, ils vont faire une déclaration de la disparition de cette jeune femme, et la police, on leur a demandé, vous l'avez confiée à qui? La famille a dit qu'ils n'ont pas été en contact avec elle du tout. Gary était censé aller la chercher, donc finalement, la police s'est rendu chez Gary et ils vont retrouver la jeune femme dans son sous-sol et il l'avait violée. Enfin, c'était violent, mais vraiment violent. Donc pour ce crime-là, il a été condamné. Il a été inculpé et condamné pour kidnapping, viol, etc. Et pour ça, il va prendre une peine de 3 ans. Mais vous n'êtes pas prêts, hein. Asseyez-vous. Parce qu'il ne va pas passer ces 3 ans-là en prison. Il va les passer dans un hôpital psychiatrique. Et vous savez, la meilleure dans cette histoire, c'est le fait que après les expertises médicales sur la jeune femme, la petite sœur de sa petite amie de l'époque, après les expertises médicales sur la jeune femme, ils vont déterminer que Gary lui a transmis la gonorrhée. Je pense que c'est comme ça se dit, gonorrhée. Voilà. Donc il passe ses 3 ans dans l'hôpital psychiatrique, ensuite il sort et il refait profil bas jusqu'en 1986. Profil bas parce que on ne sait pas s'il a commis des crimes dont on n'est pas au courant, mais supposons qu'il refait profil bas jusqu'en 1986 où il sera de nouveau arrêté, mais cette fois-ci il sera arrêté par
parce que Betty, son ex-femme, a porté plainte finalement pour les viols qu'il a commis sur elle pendant qu'ils étaient encore mariés. Donc elle a porté plainte, donc il a été arrêté et inculpé pour viol, tout simplement. Et après, les charges seront abandonnées. Voilà, les charges seront abandonnées. Betty va laisser tomber et puis Gary ressort libre. Et personnellement, encore une fois, je pense que c'est cet événement-là qui va en fait le pousser à tout simplement laisser ses démons, les démons qu'il essayait en fait qu'il a essayé de contenir toute sa vie. C'est cet événement-là qui va le pousser à les laisser sortir, parce que après ça, il va faire un pas de plus dans le vrai crime, mais vraiment véritable crime. Qu'est-ce qui s'est passé? La météorite. Le 25 novembre 1986, Gary va kidnapper une jeune femme de 25 ans, Josefina Rivera. Il va la kidnapper et il va l'enfermer dans son sous-sol, enfin dans sa cave chez lui. Et il va procéder à viol, à répétition, sur la personne de Josefina. Il va la torturer. Et l'une de ses tortures préférées, c'est le fait en fait d'électrocuter ses victimes. En plus de ça, il les affamait volontairement. Genre, il les affamait volontairement. J'imagine pas le truc, j'imagine pas. 8 jours plus tard, 8 jours après le kidnapping de Josefina, qui était toujours dans son sous-sol, qu'il continuait à torturer, qu'il continuait à affamer, qu'il continuait à violer. 8 jours plus tard, il va kidnapper une nouvelle jeune fille, c'est-à-dire le 3 décembre 1986, il va kidnapper Lisa Thomas, qui va subir exactement le même sort que Josefina. Donc dans son sous-sol, maintenant il y a 2 jeunes femmes qu'il avait à sa disposition. 20 jours après le kidnapping de Lisa, il va kidnapper Lindsay Sandra, une jeune femme de 24 ans. Il l'a kidnappée, elle, le 23 décembre 1986. Et elle aussi va subir exactement le même sort que Josefina, que Lisa. Et maintenant, il a 3 jeunes femmes dans son sous-sol qu'il peut torturer, violer, faire ce qu'il veut avec elles. Et il ne s'arrête pas là, parce que le 2 janvier 1987, va kidnapper Deborah Lay, une jeune femme de 23 ans, qui elle aussi va subir exactement le même sort que celles qui l'ont précédée. Et maintenant, il a 4 jeunes filles dans son sous-sol. 16 jours après le kidnapping de Deborah, il va kidnapper Jacqueline Haskins, une jeune fille de 18 ans, qui va être la plus jeune de ses victimes. Il la kidnappe, l'enferme également dans le sous-sol avec les autres jeunes femmes, voilà, enchaînées, voilà, pour pas qu'elles s'échappent, etc. Et maintenant, il a 5 jeunes femmes dans son sous-sol qu'il peut torturer, violer, faire ce qu'il veut avec elles, encore une fois. Mais après le kidnapping de Jacqueline, il va faire une pause. Il va faire une pause avant de kidnapper sa dernière victime, Agnès Adams, une jeune femme de 24 ans, le 23 mars 1987. Donc voilà un peu la chronologie des kidnappings des victimes de Gary. Maintenant, on va rentrer dans les détails de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. On sait, je vous ai déjà dit ce qu'il faisait avec elle, mais on va rentrer un peu plus dans les détails. Donc comme je l'ai dit, si vous avez bien suivi la chronologie de ce que j'ai raconté jusque-là, entre novembre 1986 et février 1987, Gary avait 5 jeunes femmes dans son sous-sol. Il a kidnappé 5 jeunes femmes durant ce timing, durant ce temps, ok? Malheureusement, l'une d'elles va décéder le 7 février 1987. Elle est décédée à cause de la faim, elle est décédée à cause des tortures. Enfin, elle était tout simplement affaiblie, en fait. Son corps a arrêté de lutter et elle est décédée. Et il s'agissait tout simplement de Lindsay Sandra. Donc, Lindsay est décédée le 7 février 1987. Qu'est-ce qu'il peut faire, en fait, du cadavre? Il a tout simplement découpé, il l'a découpé en morceaux. Il a conservé les jambes, les bras, etc. dans son congélateur. Il a fait bouillir la tête pour enlever la chair, etc. Enfin, vous voyez, Jeffrey Dahmer, exactement le même délire. Exactement le même délire. Sauf que lui, il ne va pas manger ses victimes. Par contre, il va cuisiner la chair de Lindsay, qu'il va mélanger à de la nourriture pour chien, qu'il va donner à manger aux 4 autres jeunes femmes qui étaient dans son sous-sol. Horrible, horrible. Par la suite, le 19 mars 1987, c'est Deborah Dudley qui va mourir à son tour. Par contre, elle, sa mort, ce n'était pas dû à des causes naturelles, par exemple la faim, etc. Non, elle est décédée au cours de l'une des séances de torture de Gary, du coup, que Gary leur faisait subir. Il a tout simplement électrocuté la jeune femme. Il a utilisé la combinaison eau plus courant électrique juste pour la tuer, par plaisir, tout simplement. Et elle est décédée le 19 mars 1987. Par contre, le cas
cadavre de Deborah, il ne va pas s'en débarrasser comme le cadavre de Lindsay. Il va prendre son véhicule, la mettre dans le véhicule, conduire jusque dans le New Jersey où il va se débarrasser du cadavre de la jeune femme dans la nature. Donc à partir du 19 mars 1987, au total elles étaient 5, mais à partir de cette date-là, il ne restait que 3 jeunes femmes dans son sous-sol. Well, il n'aime pas le chiffre 3. Il n'aime pas le chiffre 3, donc il va essayer de trouver un équilibre pour passer à 4, bien sûr. Donc il va se remettre à avoir l'idée en fait de chasser et kidnapper une nouvelle victime. Sauf que cette fois-ci, il va se faire aider par l'une de ses victimes. Qu'est-ce qui s'est passé? 4 jours après le décès de Deborah, il voulait remplacer Deborah, tout simplement. Donc il va demander à Joséphine de l'aider à trouver une nouvelle victime, de l'aider à kidnapper une nouvelle jeune fille. Et en fait, pourquoi il a demandé à Joséphine de l'aider? Parce que quand par exemple, tu fais de l'autostop et que tu vois un homme seul dans sa voiture qui se gare en mode monte, je te ramène un peu plus loin, enfin voilà, je te fais raccourcir ton trajet. Quand tu vois un homme seul, t'es en mode mais quand tu vois un couple, t'es en mode ok, il y a une femme, ça peut passer. Et en fait, c'était tout simplement le but en fait, mettre la prochaine victime en confiance parce que il y aurait Joséphine dans son véhicule. Et c'est ce qui va se passer parce que 4 jours après le décès de Deborah, Joséphine va aider Gary à kidnapper Agnès Adam. Donc après le kidnapping de Agnès, Joséphine va essayer de le mettre en confiance, de lui faire comprendre que maintenant elle voulait être sa complice, qu'elle allait l'aider, qu'elle était totalement dévouée à lui, etc. Et elle va en profiter pour lui demander, mais si j'aimerais bien rester avec toi, mais ma famille me manque, j'aimerais juste aller leur rendre visite pour qu'ils ne s'inquiètent pas pour ci, pour ça. Et il va accepter bizarrement. Il va accepter de la laisser aller rendre visite à sa famille parce qu'il pensait vraiment qu'elle était maintenant dans son délire. Donc ce qui va se passer, c'est que le lendemain du kidnapping de Agnès, il va emmener Joséphine avec lui et il va la déposer dans une station à essence pas très loin du domicile de ses parents. Il va lui dire vas-y, va voir ta famille, je t'attends ici sur le parking de la station à essence et tu reviens et on rentre à la maison. Il y a cru, hein. Il y a vraiment cru parce qu'il est resté là. Sauf que quand Joséphine l'a quitté, elle s'est tout de suite rendue au poste de police, elle est allée le balancer, la police est arrivée sur le parking, il était là, il attendait sa Joséphine. Il attendait sa Joséphine. Sauf que c'est la police qui est venue le récupérer. Donc, il s'est fait arrêter, évidemment, il s'est fait arrêter. Les flics sont allés chez lui et ils ont vu les jeunes femmes dans le sous-sol, etc. Et dès sa première interrogation, sa première audition, en fait, il va raconter que sa défense c'était les jeunes femmes étaient déjà dans le sous-sol au moment où il a loué la maison. Ce n'est pas lui qui les a kidnappées, elles étaient déjà dans le sous-sol. Lui, il est juste venu, il les a vues dans le sous-sol, il en a fait ce qu'il voulait. Period. Ok. Du coup, après son arrestation, son meilleur ami, son ami Cyril Brown sera lui aussi arrêté parce qu'il a non seulement été témoin du meurtre de Lindsay, mais il a aussi assisté à la partie découpage en plusieurs morceaux. Donc il est arrêté et lui, il va bénéficier d'un accord avec le procureur en échange de son témoignage envers son ami Gary Heinick. Donc Gary, il a tout simplement été inculpé après son arrestation de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, 6 chefs d'accusation d'enlèvement, 5 chefs d'accusation de viol, 4 chefs d'accusation de voies de fait grave et 2 chefs d'accusation de rapport sexuel déviant involontaire. Donc il est inculpé, bim bam boum, il est en détention en attendant que le processus judiciaire avance du coup, et pendant qu'il était en détention, c'est-à-dire en prison en attendant que son procès arrive, que ça arrive, bah en fait quelques semaines après son arrestation, il va essayer de se pendre dans sa cellule, mais il sera secouru à temps, donc il ne décédera pas. Suite à ça, son procès va arriver très vite en 1988 et le jury a pas blagué en fait. Ils ont même pas pris longtemps, ils ont dit coupable de tous les chefs d'accusation, period dot. Donc il a été déclaré coupable de tous les chefs d'accusation et ça a donné lieu en fait à la condamnation à mort tout simplement. Gary va accepter son sort parce que bah je pense qu'il a dû le voir venir, donc il accepte son sort, mais sa fille et son ex-femme Betty, moi ça m'a choqué d'apprendre que Betty s'est battue pour que on annule sa condamnation à mort et qu'on fasse passer ça plutôt pour la prison
à perpétuité. Donc sa fille et Betty vont entamer recours sur recours en fait pour essayer d'annuler la condamnation à mort, faire passer ça en prison à perpétuité, tout simplement parce que selon elle, il avait des problèmes psychologiques. Selon elle, il n'était pas en fait assez bien mentalement, il n'est pas assez développé mentalement, il n'est pas assez intelligent, etc. Mais en fait, la prosécution va donner un seul argument qui va faire balayer leur recours. À chaque fois, la prosécution va dire, vous parlez d'un homme qui a été assez intelligent pour investir 1500 $ et faire transformer ça en 500 000 $, tout en organisant tout un cirque pour éviter de payer les taxes. C'est cette personne-là que vous trouvez pas assez intelligent, pas assez bien mentalement pour prendre... Enfin, vous êtes sérieux? Et bizarrement, cet argument-là a à chaque fois fait balayer leur recours jusqu'à ce qu'elles n'en aient plus aucun et qu'elles acceptent en fait qu'il sera mis à mort. Period. Donc Gary, qui pour moi est un comédien, encore une fois, en attendant son exécution, va refaire une tentative de suicide. Il va encore échouer, évidemment, avant de se faire finalement exécuter le 6 juillet 1999. Et son dernier repas était tout simplement des tranches de pizza et du café noir. Je pense que je vous avais prévenu la dernière fois que cette vidéo serait longue. Je pense qu'elle va être longue là. Je sais pas, mais je vois venir le montage, mais I love you, so je vais le faire, ok? Don't worry about it. Mais ouais, je vous avais prévenu que cette vidéo serait un peu longue. Ouais, elle est un peu longue. Du coup, j'ai pris un peu de temps pour travailler cette histoire parce que les infos qu'il y avait, il y en avait qui n'étaient pas correctes en fait sur certains sites, donc j'ai dû jongler en fait un peu partout pour trouver les bonnes infos. Mais voilà, c'est l'histoire d'aujourd'hui. Je ne vais pas parler longtemps pour ne pas rallonger en fait la durée de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La vidéo de notre mini-série de tueurs en série et voisins. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys.